Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Avomark, l'émission 100% handisport et sport adapté. C'est à suivre tous les mardis à 19 h comme vous le savez sur notre antenne Sport en France. Et cette semaine, nous allons parler de natation handisport. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour la première partie de cette émission Samy El Guedari. Bonjour Samy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Samy, vous êtes un habitué de l'émission. Vous ne serez pas tout seul pour cette première partie puisque vous allez être accompagné de votre adjoint Guillaume Domingo. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors tout d'abord votre handicap, puisque c'est une émission qui parle du handicap. Vous êtes atteint d'une agénésie congénitale de la jambe gauche. Celle-ci s'arrête au tibia. Et votre handicap est classé dans la catégorie S9. Est-ce que vous pouvez m'expliquer aux téléspectateurs exactement ce que ça veut dire ? Alors, ce que ça veut dire, une agénésie, en fait, c'est une malformation congénitale. Donc, moi, je suis né avec une malformation au niveau de la jambe gauche et de la main droite. Donc, là, vous pouvez voir ma main. Donc, c'est l'équivalent d'une amputation, mais vu que c'est intra-utérin, c'est survenu pendant la grossesse, on appelle ça une agénésie. Et la dénomination S9, c'est parce que j'évoluais au sein d'une catégorie de handicap qui s'appelait la catégorie S9. Et donc, je concourais avec des personnes qui avaient sensiblement soit le même handicap, mais en tout cas un handicap qui avait le même impact sur la natation pour eux. Alors, vous avez pris votre retraite en 2013. Si mes informations sont bonnes, ça vous semblait logique de continuer dans la natation après votre retraite ? C'était pour moi une évidence. J'avais commencé déjà à m'impliquer au sein de la Fédération handisport depuis 2009. C'est-à-dire qu'après mes premiers Jeux paralympiques, j'ai rejoint la Fédération handisport, à la fois parce que je pouvais bénéficier d'horaires aménagés pour m'entraîner, mais aussi parce que je voulais contribuer à poursuivre le développement de cette fédération qui m'a apporté énormément et rendre un petit peu à cette fédération aussi tout ce qu'elle a pu m'apporter et continuer de faire évoluer le mouvement. Et justement, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette fédération ? Elle m'a apporté énormément de choses. Déjà, quand on devient sportif de haut niveau, on apprend à mieux se connaître, on apprend à s'accepter aussi, parce que finalement, moi, j'étais un athlète valide, puisque j'ai évolué pendant longtemps dans le champ olympique, c'est-à-dire dans le champ ordinaire même, plutôt. Et quand j'ai rejoint le mouvement handisport à mes 18 ans, finalement, la fédération handisport m'a appris à accepter ce handicap, même à le revendiquer, et aussi à vivre des moments extraordinaire, puisque finalement, avant de rejoindre Handisport, je me confrontais à des valides. Là, j'ai pu avoir la chance, grâce à cette catégorie aussi, S9, de me confronter à des personnes qui avaient le même handicap, ou en tout cas la même incidence du handicap sur la pratique. D'ailleurs, là, on le voit sur ma finale au Jeux de Londres. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont un bras en moins. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bras en dessous du coude en moins correspond à une amputation tibiale et une amputation de la main. C'est tout un système de classification qui est mis en place pour nous assurer une réelle équité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'organise un petit peu la natation handisport, comment on classifie les handicaps ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la chance en natation d'accueillir toutes les formes de handicap. C'est-à-dire que vraiment, quand on est porteur d'un handicap, on peut faire de la natation, que l'on soit tétra, déficient visuel ou sourd. Il y a forcément une catégorie de handicap qui correspond à votre pathologie. Donc ça, c'est le premier point. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grandes familles, même trois grandes familles. Il y a les handicaps physiques qui vont de la catégorie 1 pardon, à la catégorie 10. Donc S1, c'est les personnes les plus lourdement touchées, S10 les plus légèrement atteintes. Après, on a la catégorie 11, 12, 13 pour les déficients visuels, 11 étant les personnes atteintes d'une cécité totale et 13 étant les malvoyants ayant, pour vous donner un ordre d'idée, c'est moins d'un dixième au meilleur œil après correction. Donc ça vous donne un peu la tendance. Et après, la catégorie 15 qui est pour les déficients auditifs. À savoir que la catégorie 14 pour les déficients intellectuels existe également, mais qui est, elle, gérée par la Fédération de sport adapté. Après, comme le disait Guillaume, il y a beaucoup de nage en natation. Et donc, il y a trois catégories. Une catégorie S pour le dos, le pape et le crawl. Une catégorie SB pour la brasse. Une catégorie SM pour le catenage. À chaque fois, on essaie de regarder l'incidence du handicap sur la nage. Guillaume, comment est-ce qu'on fait nager quelqu'un qui est déficient visuel ? De la même manière qu'une personne valide, c'est simplement qu'il va falloir en amont lui montrer un petit peu l'environnement dans lequel il va se déplacer, c'est-à-dire lui faire prendre conscience de la ligne d'eau et lui faire prendre des repères. Et C'est puis à lui de se ensuite, repérer ? C'est-à-dire qu'il n'y a même pas des aides auditives
par exemple, comme au cécifoot, où le ballon fait du bruit. Là, en natation, c'est à lui de savoir où est le mur et savoir quand est-ce qu'il se retourne? Alors, concernant le mur, il y a des personnes qui sont là pour l'aider à, à appréhender la distance au mur, c'est-à-dire on appelle ces personnes-là des tappeurs. Ils ont une grande perche, on va dire, qui leur permet en fonction de la distance qu'ils ont définie avec le sportif, de signaler quand est-ce qu'il va s'approcher du mur pour pouvoir déclencher son virage. Alors, il y a quelques jours se déroulaient les championnats de France de petits bassins en 25 mètres. Ces championnats se sont déroulés à Angers. Samy, pourquoi est-ce qu'on concourt sur 25 mètres et pas 50 mètres? Comme je disais, le 25 mètres, c'est parce qu'on est en décembre, que c'est le début de la saison, qu'on veut permettre aux nageurs de s'exprimer différemment. Ça apporte une autre couleur aussi. Tout le reste de la saison, ils vont évoluer en grand bassin avec comme objectif les compétitions internationales qui se font en grand bassin. Là, on est en décembre. L'objectif de cette compétition, c'est aussi de travailler sur la polyvalence, la répétition des efforts, puisque sur ce championnat de France, la particularité, c'est qu'il n'y aura qu'un seul podium à l'issue de l'ensemble des épreuves de leur programme paralympique. C'est un petit peu l'heptathlon de la natation. On a eu l'idée de créer ce support, cette compétition pour aussi travailler la polyvalence, travailler les qualités des nageurs sur toutes les nages. Donc c'est aussi pour toutes ces raisons qu'on s'est orienté sur le 25 mètres. Guillaume, est-ce que ces championnats de France étaient qualificatifs pour la future Paralympiade? Alors non, ils n'étaient pas directement qualificatifs pour Tokyo. Néanmoins, ils faisaient partie du chemin de sélection, c'est-à-dire que c'était un passage obligé pour l'ensemble des sportifs qui prétendaient à se qualifier pour les Jeux paralympiques. Samy, en parlant des Jeux paralympiques, comment est-ce que vous avez géré la situation actuelle depuis mars? Est-ce que les athlètes ont pu continuer à s'entraîner normalement? Est-ce que vous pensez qu'ils sont au bon niveau pour aller aux Jeux paralympiques de Tokyo, ou est-ce qu'ils ont pris un peu de retard? Alors on a vécu vraiment 2 confinements différents. Le premier de mars à mai a été un petit peu compliqué. Compliqué parce que beaucoup de bassins étaient fermés, même si les sportifs avaient des dérogations, les sportifs de haut niveau pour aller s'entraîner. Beaucoup de piscines avaient fermé. Donc ça a été une période compliquée. Par contre, depuis la reprise début mai, tout est rentré dans l'ordre. On a eu la chance aussi sur ce nouveau confinement au mois de novembre de ne pas avoir subi d'arrêt. Les sportifs ont vraiment connu une continuité normale dans leur entraînement. Est-ce qu'ils sont prêts? J'ai envie de dire oui. En tout cas, ils mettent tout en œuvre. On met tout en œuvre à leur côté pour leur permettre d'être à leur meilleur niveau au regard du contexte, pour échanger régulièrement avec les autres pays. Tout le monde est impacté. On a fait en sorte qu'il le soit le moins possible. Et en tout cas, les premiers signaux, les premiers indicateurs qu'on a pu voir, que ce soit sur les championnats de France petit bassin, mais aussi depuis quelques mois, sont plutôt encourageants. Emeline Pierre et Claire Suppiot sont avec moi pour cette deuxième partie d'émission. Bonjour Emeline. Bonjour. Bonjour Claire. Bonjour Maxime, bonjour Emeline. Merci à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation de Sport en France. Emeline, tu as 21 ans, tu t'entraînes à l'Académie Philippe Croizon. Tu es handicapée à la suite d'une chute en gymnastique. Tu t'es luxé le coude, sauf que rien ne s'est passé comme prévu quand tu es arrivé aux urgences. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Exactement, j'étais en compétition de gymnastique. Je suis tombée de la poutre et en arrivant à l'hôpital, un chirurgien a décidé de m'opérer de cette luxation. Et il a fait une erreur chirurgicale qui m'a laissé donc des séquelles par la suite. Alors, quelles sont ces séquelles et qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui tu fasses partie de l'équipe de natation handisport? Je peux plus tourner le poignet correctement, donc j'ai pas de supination et de pronation, et je suis limitée en extension et en flexion du coude. Je suis partie en natation parce que j'ai continué aussi la natation après mon accident, et c'est un officiel qui m'a redirigée après vers la natation handisport en me disant essaye, tu verras bien si tu es éligible ou pas, et du coup j'ai continué dans ça après. Claire Suppiot est avec nous. Claire,
Tu as 52 ans, tu t'entraînes à Angers. Ton histoire est atypique puisqu'en 1988, eh bien, tu participes à tes premiers Jeux Olympiques. Donc, en tant que valide, c'était à Séoul, où tu es éliminé en série du 200 mètres papillon. Tu as été 9 fois championne de France et recordwoman du 200 mètres papillon, une fois au 100 mètres également papillon. Mais en 2009, tu apprends que tu as une maladie neurologique, la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Moi, j'aimerais savoir ce que c'est exactement. Est-ce que c'est la même chose de la maladie de Charcot dont on parle beaucoup? Non, pas du tout. Et j'insiste sur ce fait que j'ai bien la pathologie de Charcot-Marie-Tooth, ou bien CMT. Et c'est une maladie neurologique qui atteint les muscles distaux, donc les jambes et les bras. Donc, il n'y a pas d'espérance de vie, d'atteinte de l'espérance de vie sur Charcot-Marie-Tooth, mais par contre, ça engendre pas mal de fatigue et des soucis voilà, de marche et de pronation au niveau des mains. On va parler palmarès, on va parler de vos palmarès et on commence avec toi, Emeline. On va rappeler ce palmarès. Médaille d'or aux Jeux européens de la jeunesse en 2015, 3e au championnat du monde en 2017, c'était à Mexico, 4e au championnat d'Europe en 2018. À seulement 16 ans, médaille de bronze et d'argent au championnat de France, toutes catégories. Tu es spécialiste du 100 mètres d'eau. Alors, je fais l'impasse sur les nombreux titres acquis depuis, mais ta spécialité, c'est le dos. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette discipline? Et je voudrais savoir si ça a un lien avec ton handicap. Ça s'est fait assez naturellement. Je pense que après mon retour dans les bassins, après mon accident, je me suis facilement redirigée vers le crawl et le dos parce que ça me posait moins de soucis au niveau de mon coude. Et du coup, c'est vrai qu'après ça, c'est resté et je suis restée sur ces nages-là. Claire, moi j'aimerais comprendre un petit peu comment ça se passe dans le bassin. Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire pour toi au regard du handicap que tu as? Donc, pour ma part, j'ai essentiellement les jambes qui sont plus atteintes. Maintenant, j'ai aussi un peu les mains et avant-bras. Mais concrètement, pour les jambes, là, on peut imaginer, j'ai besoin d'être tenue pour faire un bon départ, en fait, parce que je fatigue au niveau des jambes. J'ai pas de poussée au niveau des jambes, donc me permettre d'être tenue derrière, ça me permet d'avoir un léger déséquilibre. Et quand le start est donné, de donner le maximum de force dans les orteils qui me restent pour pousser. Claire, je précise à nos téléspectateurs que toi, tu es sûre d'aller aux futurs Jeux paralympiques. Déjà, bravo. Tu deviendras à cette occasion la première nageuse à connaître une Olympiade et une Paralympiade. Qu'est-ce que cela t'inspire? Cela m'inspire, en fait, c'est pour déjà beaucoup de fierté, certes, ça c'est sûr. Et puis, c'est de montrer que n'importe quel âge, en fait, tout est possible. Et encore, même avec un handicap, en fait. Et c'est l'idée, en fait, ce que ça m'inspire, c'est que ça puisse être, bien sûr, en toute humilité, d'être un exemple. Et ça, quel âge, si on voit beaucoup d'athlètes à ce jour montrer de beaux exemples. Est-ce que Claire est un exemple pour toi? Moi, je pense que tout nageur peut être un exemple. Tous ceux de l'équipe de France sont un exemple parce qu'on a tous nos particularités, on a tous un handicap différent et on a tous nos forces différemment aussi. Donc, je pense qu'ils sont tous un peu des exemples. Emeline, j'ai une petite photo pour toi. On la regarde ensemble et tu me dis ce qu'elle t'inspire. Cette photo, elle est un peu particulière parce qu'on était vraiment une équipe jeune à partir sur ces mondiaux qui avait été décalée à cause d'un tremblement de terre. Donc, on était vraiment tous contents d'être partis là-bas. Et en plus de ça, ce podium, je l'ai partagé avec Anaëlle, qui est spécialiste aussi du sando. Donc forcément, ça rappelle beaucoup de souvenirs et ça donne beaucoup de force parce qu'on est dans une année un peu compliquée où on ne se voit pas beaucoup. Et forcément qu'on a envie d'aller chercher encore plus loin. Merci beaucoup Emeline, merci beaucoup Claire d'avoir accepté l'invitation Merci. de Sport en France Merci et d'être venue sur Avomark.